Eh bien, merci beaucoup pour votre accueil. Merci Terence pour cette invitation. Je suis vraiment très heureux d'être parmi vous. Pour la première fois pour moi à Nantes. Je n'étais jamais venu pour le moment. Et pour parler de cette traduction du livre de Kelsen, qui m'a quand même occupé pendant 2 années, parce que c'est un livre assez volumineux par rapport à ma précédente traduction qui était un texte plus court. Là, je ne m'attendais pas à ce que j'ai besoin d'autant de temps pour traduire cet ouvrage. Donc, je suis content d'en parler un petit peu, surtout que c'est un livre qui m'a beaucoup plu. Alors, Religion séculière, 1964, est un manuscrit rédigé donc par Hans Kelsen, 1881-1973 pour cette date de naissance et de mort. Kelsen qui est un juriste autrichien, internationalement connu, notamment, comme le disait mon collègue, pour sa théorie pure du droit, qui est parue en 1934. Alors il appartient au mouvement du positivisme juridique, vous le savez tous, et il a poursuivi l'objectif de construire une épistémologie pour la science du droit qui permet de décrire le droit de façon objective, c'est-à-dire sans mobiliser de jugement de valeur, sans mobiliser toute autre démarche extrinsèque au droit. Ceux qui sont familiers avec sa pensée juridique, et j'ai compris que c'est le cas de certains d'entre vous qui ont suivi les cours de M. Carvalho, eh bien, pourront être surpris en découvrant le manuscrit Religion séculière, puisque celui-ci ne relève pas de la théorie du droit, mais de la philosophie, ou plus précisément de l'histoire de la philosophie. Alors, commençons peut-être pour situer avec une petite biobibliographie non exhaustive de Hans Kelsen. Hans Kelsen qui est né à Prague, et non pas en Autriche, comme on le pense parfois, à Prague en 1881, dans une famille de religion juive, et a grandi à Vienne où il a fait ses études. En 1892, le petit Hans, âgé de 11 ans, rejoint le gymnasium, puis en 1900, il commence ses études de droit. Il commence ses études de droit à l'université de Vienne, après avoir renoncé à faire ses études de philosophie par manque de débouchés professionnels, comme on pourrait à nouveau faire le choix aujourd'hui pour les mêmes raisons. Avant de terminer ses études de droit, eh bien, Kelsen a publié son premier ouvrage en 1905 sur la philosophie politique de Dante, ouvrage qui d'ailleurs n'est toujours pas traduit, mais je ne m'en chargerai pas parce que je vais arrêter un peu les traductions, mais c'est un bel ouvrage. En 1908, un an après la mort de son père, il obtient une bourse pour étudier à Heidelberg pendant 3 semestres et y terminer sa thèse. Durant cette période, en Allemagne, donc, il a notamment suivi les cours de Georg Relinek. En 1911, il soutient sa thèse d'habilitation, sous le titre, pour le traduire en français, « Problèmes fondamentaux de la théorie juridique de l'État développée à partir de la théorie de la proposition juridique », et fut nommé Privatdozent la même année, c'est-à-dire habilité à pouvoir donner des cours à l'Université de Vienne, mais sans être titulaire d'une chaire. En 1912, il s'est marié. Il s'est marié avec Margaret Bondy, avec qui il eut 2 filles. Et très rapidement, Kelsen a joui d'une réputation importante en tant que représentant majeur du positivisme juridique. Entre 1911 et 1914, il a dispensé de nombreux séminaires privés auxquels assistèrent notamment Adolf Merkel et Alfred Verdross, qui sont ses disciples les plus connus. Et puis, un aéropage de disciples supplémentaires s'est très rapidement constitué autour de lui, notamment Eric Voegelin. J'ai étudié la controverse donc, entre Kelsen et Eric Voegelin, qui fut l'un de ses disciples et l'un de ses doctorants. Et au lendemain de la guerre, et dans les années 20, donc, le cercle de Kelsen s'est élargi à tel point qu'il comprenait plusieurs dizaines de membres, une quarantaine ou une cinquantaine même. En 1918, Kelsen devient professeur titulaire de droit constitutionnel, de droit administratif et de philosophie de droit à la faculté de droit de Vienne, dont il devient le doyen l'année d'après, en 1921. Au début des années 20, la réputation de Kelsen dépassait les frontières de l'université. Dépassait les frontières de l'université, si bien que le chancelier de l'époque, le chancelier social-démocrate Karl Rahner, l'a associé à la rédaction du projet de constitution de la première république autrichienne. Et il devint même, une fois cette constitution établie, membre à vie de la Haute Cour constitutionnelle d'Autriche, avant d'en être révoqué
9 ans plus tard, en décembre 1929. Dès sa création, la Cour a fait l'objet d'attaques virulentes, notamment de la part des chrétiens sociaux, ainsi que des mouvements extrémistes et antidémocratiques qu'il y avait en Autriche à l'époque. Ayant pris une part importante, en tant que juge constitutionnel, au débat qui concernait le principe d'indissolubilité du mariage, et ayant adopté une position laïque qui consistait à rejeter radicalement ce principe catholique, mariage qui ne peut pas être rompu, dissous, eh bien, Kelsen devint la cible de nombreuses attaques, parfois mensongères, comme celle l'accusant de bigamie, trouvée dans certains journaux parus en Autriche à l'époque. Et cet élément, qui peut sembler en fait anecdotique, ne l'est pas du tout. Et n'est pas sans intérêt en ce qui concerne le livre dont je vais vous parler aujourd'hui, puisqu'il révèle l'agnosticisme de Kelsen, qui est extrêmement visible dans ce livre, Religion séculière. Suite à cet incident, Kelsen a quitté l'Autriche. Il a quitté l'Autriche et a rejoint l'université de Cologne en 1930, où il resta moins de 3 ans, années durant lesquelles on peut notamment mentionner sa controverse avec Carl Schmitt au sujet de la justice constitutionnelle. Il fut limogé en avril 1933 et a quitté l'Allemagne avec sa famille peu de temps avant que les persécutions des Juifs ne s'intensifient. Après un bref retour à Vienne, où vivait encore sa mère, qu'il est allé voir, et sa sœur aussi, Kelsen est parti enseigner à Genève. En 1934, il publie, comme je le disais, la première édition de sa théorie pure du droit. Il est ensuite allé enseigner à Prague et a obtenu la nationalité tchécoslovaque. Mais en raison de violences commises à son encontre par des étudiants antisémites qui n'acceptaient pas sa nomination à Prague, eh bien Kelsen a préféré revenir en Suisse en 1938. Et au début de la guerre, en 1939, il a beaucoup hésité parce qu'il ne parlait pas bien l'anglais, mais il a décidé de quitter l'Europe pour les États-Unis. Il craignait que la Suisse ne parvienne pas à rester neutre et que sa vie soit en danger. Et donc il est parti pour les États-Unis avec sa femme, avec ses 2 filles. Et le 21 juin 1940, alors âgé de 60 ans, Kelsen a débarqué à New York. Et à New York, c'est la New School for Social Research qui l'a accueilli, comme cette institution a accueilli beaucoup de chercheurs émigrés qui fuyaient le régime nazi, comme Hannah Arendt également, elle a même un peu avant pour Hannah Arendt. Et grâce à Roscoe Pound, Kelsen a ensuite pu obtenir un poste de chercheur associé à l'université de Harvard, mais ce poste était encore précaire. En 1942, 2 ans après, et toujours grâce à Roscoe Pound, qui a été d'un grand soutien pour Kelsen en arrivant aux États-Unis, il a rejoint le département de sciences politiques de l'université de Berkeley, en Californie, faute de parvenir à intégrer un département de droit. En 1945, il est devenu titulaire de son poste de professeur de sciences politiques et a décidé pour la première fois de sa vie, d'accéder à la propriété dans la petite ville de Orinda, en Californie. Il obtient également cette année-là, en 1945, la nationalité américaine. En 1952, Kelsen prend sa retraite, mais continue à écrire de très nombreux articles, ouvrages également, et à participer à des conférences dans le monde entier. 2 textes peuvent être ici mentionnés à l'occasion de cette conférence. La Nouvelle science du politique, ou une réplique au livre de Éric Voegelin qui portait ce nom et qui était paru 1 an auparavant, qui est une réplique dévastatrice, une recension dévastatrice que Kelsen a écrite en 1954, mais qu'il n'a jamais publiée. Les échanges de lettres entre Kelsen et Voegelin, que j'ai également traduites à la suite de sa recension, montrent les tensions qu'il y a entre les 2 hommes et l'opposition radicale qu'il y a dans leur conception du droit, de la philosophie, de la politique, opposition radicale. Et puis, peu de temps après avoir écrit cette recension, Kelsen entreprend la rédaction d'un autre texte, qu'il intitule initialement, donc en 1955, « Défense des temps modernes », puis en 1964, ce livre prend le titre de « Religion séculière ». Dans ce manuscrit, donc, qui est l'ouvrage dont je viens vous parler aujourd'hui, Voegelin reste sa cible favorite,
même si Kelsen étend sa critique à de nombreux autres auteurs qui, eux aussi, comme Voegelin, avaient tendance à interpréter la modernité en termes de crise spirituelle. Ces deux textes, donc, n'ont pas été publiés du vivant de Kelsen. Ils ont été publiés bien après, de manière posthume. Kelsen, lui, est mort en 1973 dans sa maison de Orinda. 4 ans auparavant, en 1969, son ami, Rudolf Aladar Mettal, avait publié une biographie de Kelsen, intitulée Hans Kelsen, vie et œuvre. Et depuis 2007, le Hans Kelsen Institute de Vienne entreprend la publication des œuvres complètes de Kelsen. Mais ces deux textes que j'ai traduits ont été publiés avant d'arriver jusqu'à ces dates, parce que c'est par ordre chronologique, avant d'arriver à 54 et 64. La recension critique de la nouvelle science du politique a été traduite en 2004 et Religion séculière, enfin pas traduite, a été publiée, pardon, en 2004 en Allemagne et Religion séculière en 2012 également en Allemagne. En ce qui me concerne, j'ai traduit la réplique en 2021, je crois, et Religion séculière en 2023. Alors, pourquoi Kelsen a écrit ce livre, Religion séculière? C'est la première question à laquelle je vais essayer de répondre. Kelsen a entrepris la rédaction de Religion séculière directement en anglais, au milieu des années 50, peu de temps, comme je le disais, après avoir rédigé sa recension de la nouvelle science du politique, et puis il la retire des presses universitaires de Californie 10 ans après, en 1964. Dans une lettre de 1955, que Kelsen adresse au rédacteur en chef de la maison d'édition Routledge, Kelsen fait pour la première fois référence au texte qui donc nous réunit aujourd'hui. Il explique dans cette lettre s'être aperçu, en étudiant l'idée de justice chez Auguste Comte, Karl Marx, Friedrich Nietzsche, que de nombreux auteurs contemporains avaient tendance à voir chez ces penseurs des implications théologiques et à interpréter l'œuvre de Comte, l'œuvre de Nietzsche, l'œuvre de Marx, comme de la théologie déguisée ou comme de la théologie dénaturée. C'était déjà en fait ce qu'il reprochait, un an auparavant, à son ancien doctorant Eric Voegelin. Il semble donc que Kelsen se soit rendu compte que son ancien doctorant, Eric Voegelin, n'était pas un cas isolé, et que beaucoup d'autres auteurs adoptaient également ce type d'interprétation. Religion séculière ne fait en ce sens qu'étendre à d'autres auteurs l'analyse qu'il avait commencé à formuler dans sa recension du livre d'Eric Voegelin. La tentative de ces auteurs, poursuit Kelsen dans cette lettre de 1955, trahit une tendance plus ou moins implicite, visant à mettre fin à l'émancipation de la science vis-à-vis des spéculations métaphysico-religieuses. Or, cette émancipation est pour lui l'élément caractéristique de la civilisation moderne, et y renoncer impliquerait de revenir à l'obscurantisme du Moyen-Âge. Kelsen a peut-être ici une perception un peu tronquée de ce qu'est le Moyen-Âge. Les historiens du droit ne manqueront pas de le repérer, j'imagine, ici. Jugeant donc cette tendance interprétative dans la littérature contemporaine plus répandue qu'il ne le pensait auparavant, eh bien, Kelsen, et plus dangereuse aussi, et particulièrement dangereuse, Kelsen explique avoir écrit en réponse une étude spécifique intitulée « Défense des temps modernes » et il la transmet au responsable de rédaction de la maison d'édition Routledge pour publication. Et pour des raisons inconnues, puisque la correspondance privée de Kelsen est incomplète, l'éditeur anglais n'a pas publié cet ouvrage. 3 ans plus tard, en 1958, ce sont les presses de l'Université de Californie qui ont accepté de publier le manuscrit. Toutefois, même si son texte a été accepté pour publication, Kelsen a continué à enrichir son manuscrit en y intégrant l'analyse de nouveaux ouvrages qui étaient parus entre-temps. En 1962, la Social Research était prête à publier son manuscrit en l'état, mais les presses de l'Université de Californie ont subitement changé d'avis et ont exigé de récupérer le manuscrit. À regret, la Social Research s'est exécutée et en 1963, les presses de l'Université de Californie ont accepté de retravailler encore le manuscrit et ont proposé à Kelsen un nouveau titre. Plutôt que Défense des temps modernes, ils lui ont proposé
Religion sans Dieu avec un point d'interrogation. En 1964, les presses lui proposent encore un autre titre, Religion séculière. Donc le livre a connu 3 titres en tout. Après avoir légèrement modifié cette dernière version du manuscrit, Kelsen a soudainement décidé de le retirer de la publication, ce qui l'a contraint à rembourser une somme importante aux presses de l'Université de Californie, puisqu'il y a des ouvrages qui avaient déjà commencé à être imprimés. Kelsen n'est ensuite, pendant les 9 ans qui lui restaient à vivre, jamais revenu sur sa décision de retirer le livre des presses. Et à sa mort, en 1973, donc, Rudolf Alladar-Metal, à qui Kelsen d'ailleurs dédie ce livre, à son ami Rudolf Alladar-Metal, eh bien celui-ci récupère le livre, et lorsque Rudolf Alladar-Metal meurt lui aussi en 1975, c'est le Hans Kelsen Institute qui avait été créé à la mort de Kelsen qui récupère le manuscrit. Et l'histoire du manuscrit, excusez-moi c'est un peu long sur l'histoire, ne s'arrête pas là, puisque ça continue. Après un bref examen en 1979, les administrateurs du Hans Kelsen Institute ont décidé de ne pas publier le manuscrit parce qu'ils voulaient respecter ce qu'ils pensaient être la volonté de Kelsen. Après tout, Kelsen avait délibérément retiré de la publication l'ouvrage, mais c'est surtout en réalité en raison de ce qu'écrit Metal dans sa biographie de 1969, dont je vous parlais tout à l'heure, qu'ils ont pris cette décision de ne pas publier le manuscrit. Je vous cite ce que dit Metal dans sa biographie. Kelsen, contrairement à la conception qu'il soutenait encore selon laquelle le concept de religion ne pouvait pas avoir de sens sans le concept de Dieu, se laissa influencer par les opinions divergentes de Julian Huxley et de Bertrand Russell, pour qui il pouvait y avoir des sentiments religieux intenses sans une croyance en Dieu. Et il ne put se décider à la publication de son travail qui lui avait demandé plusieurs années. Fin de citation. En 1984, l'une des filles de Kelsen, Maria Feder, a rapporté à l'Institut que son père, après avoir retiré son livre de l'imprimerie, avait donné son autorisation pour que le sociologue américain Lewis Feuer le publie à titre posthume. Lewis Feuer avait lu le manuscrit en 1963, lorsqu'il s'intitulait encore « Religion sans Dieu » avec un point d'interrogation, et dans un courrier de 1963 envoyé à Kelsen, il l'encourageait à continuer ses efforts en vue de mener à bien la publication. Son livre remplissait aux yeux de Feuer une fonction primordiale, celle de dénoncer un procédé facile, devenu à la mode aujourd'hui, la théologisation de la politique et de la science, soit ce qu'il conviendrait d'appeler selon lui l'idéothéologisation. La fille de Kelsen était également favorable à la publication. En 1989, après plusieurs consultations, les administrateurs de l'Institut ont à nouveau refusé sa publication. Ils reprochaient notamment à sa longue polémique, puisque l'ouvrage est volumineux, de ne pas offrir de réponse à la question de savoir ce qu'étaient les régimes totalitaires. Puisque c'est vrai que les régimes totalitaires nazis, soviétiques, ont souvent été qualifiés de religion sans Dieu, de religion séculière, ce que Kelsen conteste. Et il est vrai que Kelsen, en fait, dans cet ouvrage, ne propose aucune définition positive du totalitarisme. Son propos est strictement négatif, dans la mesure où il consiste uniquement à contester la possibilité d'une définition en tant que religion séculière. En 2006, Richard Potts a plaidé auprès de l'Institut en faveur de sa publication, en insistant sur l'actualité du thème. Le livre avait en effet acquis une nouvelle pertinence face à l'avancée dans les sociétés occidentales du processus de désécularisation, comme on l'appelle souvent, et à la menace des mouvements fondamentalistes. Les attentats du 11 septembre, c'est 5 ans auparavant. Dans ce contexte, il apparaissait urgent pour Richard Potts de dénoncer le risque de dérive totalitaire de chaque forme de théologisation du politique, et le livre de Kelsen pouvait, à ce titre, constituer une ressource précieuse. En 2008, les administrateurs du Hans Kelsen Institute ont enfin donné leur accord
permettant à Secular Religion d'être publié pour la première fois en 2012 par les éditions Springer. Mais c'est surtout pour une autre raison plus triviale que cette décision fut prise et que j'ai découvert assez récemment. Le Hans Kelsen Institute a longtemps fait de la rétention de manuscrits, en disant, pour les chercheurs qui allaient au Hans Kelsen Institute, il n'existe pas ce manuscrit. Religion séculière n'existe pas. Carlos Miguel Herrera, par exemple, lorsqu'il y était allé, on lui avait dit « ce manuscrit n'existe pas ». Mais il se trouve que, d'après ce qu'une collègue m'a expliqué, une collègue allemande, que Stanley Paulson était allé au Hans Kelsen Institute et, pendant que les administrateurs avaient le dos tourné, a photocopié en cachette le manuscrit Religion séculière qu'il a découvert en ouvrant des placards. Et ce qu'a fait Stanley Paulson, c'est qu'ensuite, il en a donné a priori un exemplaire à Agostino Carino, en Italie, qui lui s'est dit qu'il allait en proposer une traduction italienne, même sans les autorisations du Hans Kelsen Institute, et le faire paraître en Italie. C'est remonté aux oreilles du Hans Kelsen Institute qui s'est dit « je vais me faire court-circuiter ». L'ouvrage va paraître en italien alors qu'on a dit qu'il n'existait pas. A priori, c'est ce qui aurait précipité la décision de publier Secular Religion en 2012. Alors, le livre est depuis, comme le disait Terence, traduit en italien en 2014, en espagnol en 2015, et en 2016, effectivement, Francesco Di Donato écrivait qu'on ne peut que regretter, sinon être surpris, que le livre soit encore inédit en français. Et comme je partageais cet avis, eh bien, je suis très heureux de proposer sa traduction au lectorat francophone. Deuxième question à laquelle je souhaiterais tenter de répondre, c'est pourquoi Kelsen a refusé de publier son livre en 1964 ? Les raisons qui ont poussé Kelsen à retirer le livre des presses universitaires de Californie en 1964 sont mystérieuses. Beaucoup ont spéculé sur ces raisons. Et dans la littérature secondaire, 3 raisons principales peuvent être repérées. La raison la plus fréquemment avancée est que Kelsen aurait eu des doutes au sujet de la thèse qu'il soutenait dans son livre. Vient ensuite celle voulant que Kelsen aurait eu peur de passer pour un marxiste. Et enfin, celle qui prétend que Kelsen aurait été trop fatigué pour effectuer les dernières modifications qu'il souhaitait apporter à son manuscrit. Alors je vais expliquer en gros ces spéculations, celle qui me semble la plus pertinente, mais en visitant les archives du Hans Kelsen Institute en juillet dernier, je n'ai pas réussi à percer le mystère. Je n'ai pas trouvé la lettre qui permettait, la lettre de Kelsen, si toutefois elle existait, dans laquelle il aurait dit « j'ai retiré mon manuscrit pour telle raison ». On reste au stade des spéculations, malheureusement. Je suis très déçu, mais c'est comme ça. Alors, la spéculation au sujet des doutes, pour commencer, de Kelsen, concernant la thèse contenue dans son livre, est clairement la plus répandue. Elle trouve son origine, comme nous venons de le voir, chez Metal, chez son biographe, dans sa biographie donc de 1969. Le fait qu'un philosophe rationaliste et défenseur de la connaissance expérimentale tel que Bertrand Russell et qu'un biologiste anglais de renom tel que Julian Huxley, qui est le frère d'Aldous d'ailleurs, ait pu estimer que des sentiments religieux pouvaient se passer de Dieu, eh bien, aurait fait douter Kelsen du noyau argumentatif de son livre. Noyau argumentatif qui consiste précisément à soutenir le contraire. Il n'y a pas de sentiment religieux sans croyance en Dieu, pour Kelsen. Donc, Kelsen défendait l'idée qu'il ne peut y avoir des sentiments religieux que s'il y a croyance en Dieu, d'où son rejet radical de la notion de religion séculière ou religion sans Dieu. Kelsen aurait également dit à un étudiant qu'il avait retiré son livre parce que ce dernier n'était pas digne de lui. On peut donc tout à fait imaginer que sans pour autant renoncer complètement à sa thèse, Kelsen ait eu comme le soupçon que l'on puisse juger son entreprise exagérée et que ce sentiment ait joué un rôle dans le retrait du manuscrit de l'imprimerie. En tout cas, la thèse des doutes de Kelsen ne signifie pas qu'il aurait abandonné sa position rationaliste et qu'il soit devenu un penseur religieux à la fin de sa vie, comme certains le soutiennent parfois. Russell est un penseur rationaliste et anti-religieux. Dès lors, le crédit que Kelsen a pu lui accorder ne signifie pas qu'il ait renoncé à sa position rationaliste,
agnostique et clairement hostile à l'égard de toute pensée métaphysico-religieuse. La deuxième spéculation maintenant consiste à dire qu'en défendant de façon aussi rigoureuse et consistante le caractère globalement scientifique du marxisme, c'est ce que fait Kelsen dans Religion séculière, eh bien, face à tous ceux qui l'interprètent comme une religion séculière, eh bien, Kelsen aurait eu peur de passer pour un marxiste, ce qui n'était pas recommandable durant la guerre froide, dans le contexte de paranoïa sociale créé par le macartisme. Dans son chapitre 10, il est vrai que Kelsen affirme, je cite un court extrait, « Dans la mesure où le matérialisme dialectique est une explication causale de la réalité sociale, et cela est sa principale préoccupation, il est certainement une théorie scientifique. » Dès lors, toutes les attaques contre le marxisme visant à le faire passer pour une religion séculière sont pour Kelsen complètement infondées. Kelsen semble également même faire sienne la critique marxiste de la religion. Ces arguments sont en effet très proches des premières critiques marxistes du christianisme, comme en témoigne par exemple sa référence à Friedrich Engels, qu'il cite donc dans cet ouvrage. Engels dit « Nous réclamons le contenu de l'histoire, mais nous voyons dans l'histoire non pas la révélation de Dieu, mais celle de l'homme et seulement de l'homme. » Et c'est en des termes extrêmement proches que Kelsen, en fait, s'oppose tout au long de son livre aux conceptions théocentriques de l'histoire, et qu'à contrario, il promeut une interprétation de l'histoire anthropocentrique. Cette dernière spéculation doit néanmoins être quelque peu nuancée. Pourquoi ? Eh bien d'abord parce qu'en 1964, le macartisme était passé. Dès lors, même si les sympathies pour la social-démocratie de Kelsen étaient connues et qu'il y avait un risque, effectivement, que son livre soit mal compris dans une Amérique foncièrement anticommuniste, la situation politique en 1964, tout comme les dangers encourus, n'étaient plus les mêmes au milieu des années 60 qu'au milieu des années 50. Par ailleurs, Kelsen s'était aussi prémuni de toute suspicion de marxisme en écrivant dans la conclusion de son livre qu'à la différence de ce que prétendent les marxistes, la science ne vise pas à justifier un système politique, mais seulement à décrire et à expliquer la réalité. En écrivant cela, il rappelait de manière explicite que sa conception de la science n'avait strictement rien à voir avec celle des marxistes. Mais Kelsen concluait aussi avec une touche de provocation, avec laquelle on le reconnaît bien. Il écrivait en disant « Les anti-marxistes, sans en être pour autant conscients, tomberaient en effet dans les mêmes travers que les communistes, en attribuant eux aussi à la science la fonction de justifier un système politique défini. » Troisième spéculation, c'est celle de la fatigue. On peut en effet légitimement penser que Kelsen, qui, je le rappelle, est né en 1881, était simplement trop fatigué pour achever son ouvrage. Il avait 83 ans en 1964. Si bien qu'au lieu d'apporter les dernières modifications à un texte qu'il avait entamé 10 ans auparavant, quand il avait 73 ans, eh bien, il ait pu préférer renoncer à sa publication. Mais en fait, cette spéculation ne correspond pas non plus avec la poursuite de ses travaux sur la logique et la science juridique. À titre d'exemple, Kelsen rejetait dans un article de 1966, donc 2 ans après l'abandon de son manuscrit, l'interprétation d'un auteur pour qui la norme fondamentale devait ultimement être comprise comme la traduction de la volonté de Dieu. Kelsen lui avait répondu que la norme fondamentale n'attrait qu'à la connaissance, pas à la foi, et que son intérêt réside justement dans le fait d'éviter de recourir à des autorités métajuridiques telles que Dieu, telles que la nature. Bref, la norme fondamentale n'exerce aucune fonction éthico-politique, encore moins une fonction religieuse, comme cet auteur le prétendait. Cet article donc de 1966 montre non seulement que Kelsen n'a pas changé de position par rapport à la religion, comme certains le prétendent, c'est le cas par exemple du pape Ratzinger qui prétend que Kelsen est devenu religieux à la fin de sa vie, mais aussi que 2 ans après,
en 1966, après avoir renoncé à la publication de Religion séculière, eh bien, il avait encore assez d'énergie pour répondre à ceux qui continuaient à attaquer sa théorie pure du droit. Étant donné donc le manque d'informations de première main, il est difficile d'isoler l'une de ces trois thèses et d'affirmer avec certitude que c'est uniquement elle qui explique pourquoi Kelsen a décidé de ne pas publier Religion séculière. Mais néanmoins, il nous semble que la thèse des doutes est celle qui est la plus probable, notamment en raison de ce qu'écrit Metal dans sa biographie de Kelsen, laquelle, d'après Carlos Miguel Herrera, pourrait presque être considérée comme une autobiographie. Kelsen était derrière. Toutefois, quoi que puisse être notre propre intuition, les raisons que l'on vient d'évoquer, prises isolément ou cumulativement, ne peuvent qu'appartenir au domaine de la spéculation. Le retrait par Kelsen des presses universitaires de Secular Religion reste donc pour l'heure un mystère irrésolu. Tant pis. Maintenant, j'aimerais faire une présentation rapide de l'organisation de l'ouvrage pour que vous puissiez savoir ce qu'il y a dedans. Religion séculière est découpée en 14 chapitres thématiques, mais en fait, Kelsen raisonne davantage auteur par auteur qu'idée par idée. L'introduction de Kelsen, peut-être, est celle par laquelle on peut commencer comme une introduction, mais qui est intéressante, présente une longue liste d'auteurs qui ont appliqué le concept de religion séculière à la modernité. Et puis, dans le chapitre premier, intitulé « La recherche de parallélisme et ses dangers », Kelsen expose les deux arguments, conceptuels et méthodologiques, qu'il va mobiliser tout au long de son livre et que je présenterai tout à l'heure. C'est uniquement dans ce chapitre qu'il discute la théorie de Schmitt ainsi que celle de Bertrand Russell et Julian Huxley. Dans le chapitre 2, la doctrine du progrès et l'eschatologie, Kelsen s'oppose à ceux qui interprètent les doctrines modernes du progrès comme des eschatologies sécularisées, et il focalise son attention sur Brinton, qui est un auteur un peu oublié américain, et puis Eric Voegelin, son ancien doctorant. Dans le chapitre 3, il refuse de comprendre la modernité comme une déviation des théologies de l'histoire de Joachim de Flore et de Saint-Augustin. Là, Voegelin est à nouveau largement discuté. Dans le chapitre 4, il rejette l'interprétation de la modernité en termes de gnosticisme et consacre encore de longs développements à Eric Voegelin. Dans le chapitre 5, Kelsen s'en prend désormais à l'interprétation théologisante du Léviathan de Hobbes, qu'on trouve notamment là aussi chez Eric Voegelin, qui est le seul auteur discuté dans ce chapitre sur Hobbes. Dans le chapitre 6, il défend la philosophie des Lumières contre les interprétations de Cassirer, de Baker, Frankel, Brinton, Jacob Taubes, Karl Lovitt, Eric Voegelin, etc. Dans le chapitre 7, il réfute les interprétations théologiques de Sertillanges au sujet de l'empirisme de Hume et de la philosophie transcendantale de Kant. Exceptionnellement, Voegelin n'est pas mentionné dans ce chapitre, tout comme dans le chapitre 8 sur la nouvelle religion de Saint-Simon et la théorie sociale de Proudhon, où Kelsen discute surtout les interprétations de Étienne Gilson, Karl Lovitt et Henri de Lubac. Dans le chapitre 9, la philosophie positive de Comte, Kelsen soutient que ce dernier était un positiviste et en aucune manière un esprit religieux ou gnostique, contrairement à ce qu'affirment Jacques Maritain, Karl Lovitt et Eric Voegelin. Dans le chapitre 10, désolé pour cette énumération un peu longue peut-être, intitulé « L'interprétation économique de l'histoire de Marx », il défend le caractère potentiellement scientifique et définitivement irreligieux du marxisme contre les interprétations de Raymond Aron, c'est dans ce chapitre où Raymond Aron est discuté, Jacob Talmont, Jules Monroe également, qui a écrit « Sociologie du communisme », et Eric Voegelin et beaucoup d'autres encore. Dans le chapitre 11, intitulé « Nietzsche, le chrétien », Kelsen s'oppose notamment à Sertillanges, Voegelin et Jaspers, qui interprètent l'athéisme de Nietzsche comme une forme de gnosticisme. Dans le chapitre 12, intitulé « Nietzsche le métaphysicien »,
il rejette la lecture métaphysique et platonicienne que Heidegger proposait de ce philosophe athée, qui, à ses yeux, était foncièrement anti-métaphysicien et anti-platonicien. C'est le troisième et dernier chapitre dans lequel Voegelin n'est pas mentionné. Dans le chapitre 13, « Science moderne », Kelsen entreprend de défendre l'autonomie de la science contre ceux qui affirment sa dépendance à sa religion, se concentre à nouveau sur Brinton et Voegelin. Et dans le dernier chapitre, chapitre 14, « Politique moderne », Kelsen entreprend la même défense que pour la science, mais pour la politique. Il affirme son indépendance vis-à-vis du religieux, contrairement aux prétentions, là aussi, de Voegelin, qui est l'auteur le plus commenté dans ce dernier chapitre. Son livre se termine par une conclusion qui tient en 3 paragraphes. Alors, cette structure que je viens de décrire est probablement due au fait que Kelsen avait initialement conçu son ouvrage comme un long compte-rendu du livre de Voegelin, compte-rendu qu'il a ensuite décidé d'élargir à d'autres auteurs. C'est pour ça que Voegelin se retrouve quasiment dans tous les chapitres. La conséquence d'une pareille structure est le caractère répétitif de son ouvrage et l'impression qui en découle de ne pas progresser dans l'analyse. De ne pas progresser dans l'analyse puisque Kelsen ne fait qu'appliquer, au fil des chapitres, ces arguments qu'il présente très clairement dès le début de son ouvrage, au chapitre 1er. La prose de ce livre crée ainsi le sentiment chez le lecteur d'être face à une sorte de bégaiement irrépressible de son auteur. Alors, Kelsen procède par ailleurs toujours de la même façon. Dans un premier temps, il présente le plus fidèlement possible la thèse d'un auteur, faisant passer tel mouvement moderne ou tel penseur moderne pour religieux. Puis Kelsen introduit sa deuxième phase discursive, toujours par un « mais ». C'est là que commence sa réfutation, argument par argument, avec le maximum de citations à l'appui, en vue de prouver le caractère complètement infondé de l'interprétation religieuse de tel mouvement ou de tel penseur moderne. Voilà donc pour l'organisation de l'ouvrage. Maintenant, petite présentation de la thèse du livre, et si je suis trop long, bien sûr, il ne faudra pas hésiter à me couper. L'entreprise que Kelsen poursuit dans ce livre consiste, je l'ai déjà dit à demi-mot, à défendre l'existence d'une science objective et indépendante, qui, à ses yeux, est le véritable critère des temps modernes. Il se positionne donc contre toutes les tentatives d'interpréter des travaux importants en philosophie sociale et de l'histoire, ainsi que les idéologies politiques, comme de la théologie dégénérée, comme de la théologie déguisée, c'est-à-dire comme des religions séculières. Cela signifie que, dans l'esprit de Kelsen, la thèse de la sécularisation, aussi inoffensive qu'elle puisse paraître, est en réalité une thèse principalement dirigée contre la légitimité des temps modernes. Son ouvrage vise ainsi à dénoncer ce qu'il considère comme des usages abusifs de la thèse de la sécularisation, qui par leur tendance à placer la science sous le joug de la religion, et donc à abandonner l'héritage des Lumières, lui semble d'une extrême dangerosité. Dans sa préface de 1964, il s'exprime d'une façon limpide, je la cite. « Si un critère distingue les temps modernes du Moyen-Âge, c'est dans la civilisation occidentale l'existence d'une science objective et indépendante. Un retour de la science à la métaphysique et à la théologie signifie le retour à l'esprit du Moyen-Âge. La littérature à laquelle s'en prend ce livre met sérieusement en danger l'existence d'une science objective et indépendante, et donc l'esprit des temps modernes. » Je suis sûr que certains d'entre vous ne seraient pas d'accord avec cette interprétation du Moyen-Âge, on pourra en discuter tout à l'heure peut-être. Son livre prend ainsi une double allure. Celle d'abord d'un manifeste pour une science séculière, et puis celle d'une attaque polémique contre toutes les tentatives cherchant à théologiser la politique et la science. C'est bien donc à une défense des temps modernes, pour reprendre son titre initial de 1955, à laquelle se livre Kelsen dans ce manuscrit. C'est d'ailleurs
donc ce premier titre qui reflète le mieux, en réalité, l'intention poursuivie par Kelsen dans ce livre, puisque les deux autres titres, Religion sans Dieu et Religion séculière, ne font en fait que reprendre les expressions que Kelsen conteste. Et donc, ces titres sont moins clairs que Défense des temps modernes pour illustrer le vrai contenu du livre et surtout le but principal qui est recherché. L'approche de Kelsen anticipe en un sens celle de deux auteurs que j'aime beaucoup, Hans Blumenberg, qui a écrit La légitimité des temps modernes en 1966, donc 2 ans après le retrait du bouquin par Kelsen, et le livre de Karl Popper, The Open Society and Its Enemies, publié en 1945, et que Kelsen ne cite pas. Blumenberg et Popper s'opposent en effet à la pensée métaphysico-religieuse. Seule différence, Popper attaque la métaphysique dans le totalitarisme, alors que Kelsen attaque la métaphysique lorsqu'elle est utilisée contre le totalitarisme. Quand on qualifie le nazisme de religion séculière, c'est pour discréditer le nazisme, c'est pour l'attaquer. Donc, le texte de Kelsen peut, en ce sens, être considéré comme un complément utile au livre de Popper, alors que Popper insistait uniquement sur la dimension métaphysique du totalitarisme, en le faisant notamment remonter jusqu'à Platon. Kelsen montre désormais qu'un certain nombre de penseurs anti-totalitaires utilisent le même argumentaire métaphysique et que cela en fait de dangereux compagnons de route du totalitarisme. Bref, pour Kelsen, pour Blumenberg et Popper, la connaissance scientifique ne peut être que faillible, provisoire, partielle et relative. En aucun cas, elle ne peut prétendre être infaillible, définitive, complète et absolue. D'où l'importance fondamentale de maintenir une distinction claire entre la science et la religion. Selon Kelsen, il faut bien avoir conscience que les travaux des auteurs qui obscurcissent cette distinction, science-religion, lorsqu'ils parlent de religion séculière, eh bien, cherchent avant tout à revenir à la religion, à laisser à nouveau la théologie primer sur la science, pour reprendre ici certains de ces termes. Tous soutiennent en effet, selon lui, sous des formes plus ou moins variées, l'idée que l'ordre de la communauté politique est impossible à réaliser sans le concept de transcendance, et qu'en conséquence, toute entreprise scientifique ou politique depuis les Lumières présuppose tacitement les catégories que seule la théologie peut fournir, et que toute conception déviante est une hérésie. Ça, c'est ce que conteste Kelsen, et il a l'impression que tous ceux qui emploient le concept de religion séculière cherchent en fait à dire on ne peut pas penser la politique, la science, sans la théologie, et donc il faut revenir à la religion, à une théocratie par exemple en politique. Plus généralement, Kelsen donc pense pouvoir résumer la conception de tous les auteurs théologisants discutés dans son livre par le mot d'ordre « Go back to God ». Mais Dieu, ajoute-t-il ici, non sans esprit polémique à nouveau, je le cite, « Mes dieux semblent être plus progressistes qu'ils ne le sont. Car lorsqu'il y avait de l'obscurité, Dieu disait que la lumière soit, alors qu'ils veulent que l'obscurité prévale encore, cette tentative ne doit pas rester incontestée. » Tout au long de son livre, Kelsen fonde son analyse uniquement sur 2 arguments logiques. Le premier est d'ordre conceptuel, le second d'ordre méthodologique. Et à partir de cet appareil argumentatif resserré, Kelsen entend réfuter toutes les interprétations théologiques de la modernité. Alors d'abord l'argument conceptuel. L'argument conceptuel de Kelsen résulte de sa définition étroite de la religion. À ses yeux, le concept de religion implique nécessairement la croyance en Dieu. Il ne peut pas être appliqué, ce concept de religion, à des croyances qui ne font intervenir aucune autorité surnaturelle, aucune autorité transcendante. Toutes les théories relatives aux religions séculières se rejoignent pourtant dans le fait de percevoir une structure théologique interne à des théories ou des idéologies modernes qui ne postulent aucune croyance en Dieu. Or, et je cite Kelsen, une théorie qui est capable de tout prouver, même le caractère religieux des théories irreligieuses, finit par ne plus rien prouver du tout.
Autrement dit, la conception large de la religion dissout complètement le sens véritable de la religion. Elle transforme le concept de religion en une coquille vide qui peut être appliquée à n'importe quel type de croyance, un tant soit peu intense. Pour Kelsen, la religion est donc transcendante ou n'est pas. Dans Religion séculière, le pendant de sa conception étroite de la religion se trouve dans la distinction qu'il établit entre deux façons d'interpréter l'histoire, de façon imperméable l'une à l'autre. Soit on interprète l'histoire comme la réalisation de la volonté de l'homme, philosophie de l'histoire, soit comme la réalisation de la volonté de Dieu, théologie de l'histoire. Mais les deux ne peuvent pas, ne doivent pas être confondus. De sorte que parler de théologie ou de religion sécularisée revient pour lui à employer des expressions contradictoires dans les termes. Je le cite à nouveau, une religion sécularisée est une religion déreligionnisée, ce qui signifie que ce n'est pas du tout une religion. C'est ce qui le conduit par exemple à qualifier de contradictoire la définition du bouddhisme comme religion athée ou comme religion sans Dieu, et à considérer qu'il faudrait plutôt parler d'une philosophie de l'être athée ou d'une éthique athée au sujet du bouddhisme. Kelsen se place donc uniquement sur un plan logique et conceptuel et rejette toutes les combinaisons de termes incompatibles. C'est ainsi qu'il rétorque par exemple à la conception selon laquelle il existerait des religions avec Dieu et des religions sans Dieu, qu'une religion sans Dieu est une contradiction et qu'une religion avec Dieu, un pléonasme. Il est difficile ici, pour faire quand même une petite critique, d'imaginer une conception plus conventionnelle et stéréotypée de la religion que celle qui se dégage des énoncés de Kelsen. Mis à part le bouddhisme, que Kelsen évacue en une note de bas de page, certes longue, mais en une note de bas de page, Kelsen ne prend en considération dans son livre que la religion judéo-chrétienne et passe sous silence toutes les autres religions. Il ne tient pas compte des traditions religieuses extra-européennes dans lesquelles l'absence de l'idée de Dieu n'est pas un obstacle à la religiosité, comme c'est le cas par exemple, même si je ne suis pas spécialiste des religions, il m'a semblé que ce n'est pas le cas du taoïsme par exemple ou de l'animisme, où il n'y a pas de concept de Dieu, de transcendance. Kelsen, qui n'est pas un spécialiste des religions, demeure enraciné en fait dans la tradition abrahamique, comme en témoigne son appréhension de la religion, et donc sa définition étroite de la religion peut probablement à juste titre être qualifiée d'européocentrique. L'argument méthodologique maintenant. L'argument méthodologique de Kelsen consiste à dire qu'une théorie comparative ne peut pas se contenter d'analogies superficielles et purement verbales. Trouver des points communs entre la science moderne d'un côté et la religion de l'autre ne suffit pas pour en déduire une identité entre les deux. Ni que la science moderne serait une théologie déguisée ou dégénérée. Or, cette recherche obsessionnelle de parallèles entre les théories religieuses et scientifiques caractérise pour Kelsen les théologisants modernes qui sont incapables de concevoir un monde créé par Dieu tout-puissant dans lequel l'athéisme existe réellement en tant que tel. Pour eux, pour les théologisants modernes, nous dit Kelsen, un athée est quelqu'un qui croit en Dieu de façon inconsciente, qui ignore qu'il est déiste. À ce compte-là, n'importe quelle conception areligieuse, voire anti-religieuse, peut être interprétée comme étant le produit ou le dévoiement de la volonté de Dieu. Kelsen met donc en garde contre le piège théorique consistant à recourir à de tels parallèles forcés. Ces interprétations théologiques de la modernité semblent d'autant plus contestables qu'elles se fondent sur une donnée invérifiable, l'existence d'un créateur qui transcende l'expérience humaine. Dès le premier chapitre, la recherche de parallélisme et ses dangers, Kelsen expose son argument méthodologique qui pourrait se résumer ainsi.
comparaison n'est pas raison. Si la méthode comparative entreprise dans des travaux théoriques est tout à fait légitime et même utile, elle présente tout de même deux dangers majeurs. Premièrement, la tendance à trouver des affinités peut conduire à surestimer les similitudes et, deuxièmement, elle peut tendre à sous-estimer et même à ignorer les différences essentielles, c'est-à-dire de voir de l'identité là où il y a seulement l'apparence d'une analogie parce qu'on utilise les mêmes termes pour des significations différentes. Kelsen débute son analyse avec un exemple caractéristique, je ne suis pas trop long, ça va, de mésinterprétation, qui consiste à faire passer une analogie pour une identité. Il s'agit de la fameuse thèse de Carl Schmitt. Tous les concepts prégnants de la théorie moderne de l'État sont des concepts théologiques sécularisés. Cette thèse le conduit à faire une analogie, donc conduit Schmitt à faire une analogie entre la souveraineté de l'État et l'omnipotence de Dieu. Mais, nous dit Kelsen, à négliger les différences entre les deux. Schmitt, pour Kelsen, essaye en vain de démontrer que l'État est souverain parce qu'il est le seul à pouvoir établir un état d'urgence, c'est-à-dire à suspendre la Constitution. Kelsen, déjà, juge cette démarche paradoxale, car elle consiste à chercher le critère décisif d'une qualité normale, en l'occurrence la souveraineté, dans une exception. Ensuite, si Kelsen reconnaît qu'il y a une certaine analogie entre la souveraineté de l'État, interprétée comme omnipotence du législateur, et l'omnipotence de Dieu, eh bien, il refuse d'en faire un concept théologique. Il refuse d'en faire un concept théologique dans la mesure où l'omnipotence du législateur signifie uniquement la possibilité de faire et de défaire le droit positif. Elle est donc limitée au processus de législation, alors que l'omnipotence de Dieu, elle, est illimitée. Kelsen observe enfin une disproportion entre la généralité de la thèse de Schmitt, tous les concepts prégnants de la théorie moderne de l'État sont des concepts théologiques sécularisés, vraie généralité, et le peu d'exemples que Schmitt propose à l'appui de son affirmation, puisque en réalité, il ne démontre sa thèse qu'avec le concept de souveraineté. L'appareil argumentatif du livre de Kelsen l'amène donc à repérer ces deux types d'erreurs. Erreur conceptuelle, consistant à formuler le concept contradictoire de religion séculière, et erreur méthodologique, consistant à élaborer de faux parallèles. Et tout son travail revient à déceler ces deux types d'erreurs chez tous les interprètes théologisants examinés. Mais en se concentrant exclusivement, comme il le fait, sur l'auto-qualification des théories des auteurs discutés, eh bien, Kelsen ne tient pas compte d'une chose. Il ne tient pas compte du fait que ces théories peuvent agir comme des religions. Il ne prend pas en considération l'effet social ou l'effet psychologique que ces théories peuvent avoir sur leurs adeptes, c'est-à-dire sur la manière dont ces théories sont reçues. En se focalisant sur le caractère immanent de la théorie de tel ou tel auteur en vue de disqualifier l'usage du concept de religion séculière pour la désigner, eh bien Kelsen passe à côté du fait que certaines théories qui se prétendent scientifiques et areligieuses, comme celle de Marx par exemple, peuvent fonctionner sur leurs adhérents comme des religions, c'est-à-dire comme des vérités absolues, irrévocables. En ce sens, l'appareil argumentatif resserré de Kelsen apparaît quelque peu réducteur ou limité. Pour terminer, quelques remarques sur des faiblesses argumentatives qu'on peut repérer chez Kelsen, même si ça reste un très bon ouvrage, on peut formuler quelques critiques malgré tout. Alors, les interprétations que propose Kelsen dans ce livre sont parfois contestables en vue de défendre sa thèse que je viens de présenter, de rejeter les interprétations théologiques de Hume, de Kant, de Nietzsche, de Comte, de Marx. Eh bien, Kelsen a parfois recours à des arguments spécieux. Il tend parfois à simplifier leur pensée, ou, ce qui revient au même, à ne pas reconnaître leur complexité, voire aussi parfois à invoquer des arguments d'autorité. Il est d'ailleurs possible que Kelsen ait pris conscience de ces limites argumentatives et que la décision finale de ne pas publier son livre en résulte.
2 exemples uniquement. Premier exemple, en fait, il n'est pas si évident que cela de caractériser Nietzsche d'héritier des Lumières comme le fait Kelsen. Nietzsche entretient, je ne suis pas spécialiste de Nietzsche, mais pour l'avoir un peu lu, il entretient une relation ambivalente avec les Lumières. Et sa pensée est en fait très difficile à présenter sous une forme unitaire et systématique. Coexistent dans les textes de Nietzsche des aspects tout autant rationnels qu'irrationnels. Alors, certes, Kelsen ne cherche pas, comme Heidegger, à comprendre mieux Nietzsche que Nietzsche lui-même ne se comprenait, mais il tend malgré tout à sélectionner chez lui ce qui l'arrange et à passer sous silence le reste. Second exemple, puisque j'en aurai pas de troisième, Kelsen rejette l'interprétation théologique de l'œuvre de Saint-Simon proposée par Étienne Gilson. Et pour y parvenir, il écarte complètement son dernier livre de 1825 intitulé « Nouveau christianisme, dialogue entre un conservateur et un novateur », que Hayek, par exemple, estimait à propos de ce livre que Saint-Simon avait transformé sa doctrine en une religion dans ce livre. Donc, pour interpréter l'entièreté de son œuvre, Kelsen écarte son dernier livre. Pourquoi ? Parce que ce dernier livre ne serait que la conversion d'un mourant et ne devrait pas être pris au sérieux. Donc Kelsen semble ici succomber à l'une des mythologies en histoire des idées repérées par l'école de Cambridge, qui est la mythologie de la cohérence. D'après celle-ci, le commentateur assume que l'auteur doit être cohérent et il interprète tous les textes en fonction d'une consistance supposée des énoncés de l'auteur. Cela peut être un principe de charité salutaire, lorsque l'on essaye de retrouver la cohérence interne d'une œuvre plutôt que d'en pointer a priori les incohérences, les contradictions. Cependant, la volonté d'exposer une doctrine de façon parfois plus cohérente, parfois plus systématique, que ne l'a fait son auteur peut aboutir à des distorsions importantes. On impose, par exemple, un souci de cohérence et d'unité systématique à des auteurs pour qui ce n'était pas une préoccupation première. On peut penser à Rousseau. On néglige ainsi la possibilité pour un penseur de changer d'avis, et l'on en vient parfois à rejeter des textes de jeunesse comme sans importance par rapport à ceux de la maturité, au nom de prétendues coupures épistémologiques, comme on l'a fait par exemple avec Marx, premier Marx, second Marx par exemple, ou à rejeter des textes de vieillesse, comme c'est le cas ici avec Saint-Simon. Je remarque que Kelsen fait la même chose en fait avec Auguste Comte. Il ne prend pas compte le virage mystique d'Auguste Comte et défend le caractère scientifique de l'ensemble de l'œuvre d'Auguste Comte, ce qui est quand même assez difficile à soutenir. J'allais faire une petite conclusion en disant que le prolongement de cet ouvrage, c'est le livre de Géraldine Mühlmann, qui est un très beau livre, qui s'intitule « L'imposture du théologico-politique », mais comme mon collègue Terence Carvalho en a déjà parlé, je ne vais pas me répéter, mais c'est un livre très intéressant puisqu'elle montre de manière pertinente qu'en fait, un certain nombre d'auteurs contemporains, Marcel Gauchet notamment, mais Agamben aussi et beaucoup d'autres, en réalité, mobilisent déjà les auteurs que Kelsen attaquait pour dire qu'il y a toujours un substrat de religieux dans la modernité et qu'on ne peut que difficilement se passer de la religion pour comprendre ce qu'est la politique et la science. Je vous remercie de votre attention.